Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission, le journal de la rédaction. Ce soir, nous allons parler essentiellement de trois sujets. Le premier, ce sont les consultations nationales dont le coup d'envoi vient d'être donné par Joseph Kabila lui-même au Palais du Peuple ce samedi. Le chef de l'État a invité les Congolais à s'unir autour de cette idée pour pouvoir permettre au pays de retrouver la cohésion nationale. Il a demandé à ceux qui vont participer de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons également parler de la guerre à l'est du pays, mais principalement du sommet de la CIRGEL qui s'est tenu au courant de la semaine à Kampala, où les chefs d'État de la sous-région se sont encore retrouvés pour parler de la question de la crise à l'est de notre pays et en dehors de notre frontière. Nous allons parler de la guerre en Syrie, où la communauté internationale hésite entre frapper le régime de Bachar al-Assad, accusé d'avoir utilisé les armes chimiques contre sa propre population, et laisser ce pays trouver une solution politique à cette crise qui déchire cette nation depuis près de 3 ans maintenant. Voilà les trois sujets qui vont être débattus au cours de cette émission qui reçoit pour vous Joachim Diana du journal La Colombe, bonsoir. Bonsoir Charles. À ses côtés, Fidèle Moussango du journal Les Phares, bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. Fidèle, nous commençons avec vous. Les concertations nationales, les décors replantés. Le chef de l'État a fait son discours d'ouverture. Nous allons décrypter ces discours bien sûr, mais le décor tel que vous l'avez vu, tel que les choses se présentent aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ça y est, on est parti pour les concertations nationales? Bon, écoutez, nous connaissons comment les concertations nationales qu'on appelle nationale souveraine, la conférence nationale souveraine qu'on appelle conférence de l'Ovanium, donc tout ça, ça commence toujours par un décor et puis on retombe dans les crises. Donc c'est un coup de départ, mais on n'est pas en procédure d'auberge. Mais le décor sur le plan extérieur a montré une fois que nous risquons d'être en face d'un congrès du PPRD. Parce que aucun parti politique n'a demandé de déployer des canicots là-bas, non. Ils sont venus à l'ouverture. Mais curieusement, le PPRD, comme le jour du 30 juin 2010, prévu pour un défilé militaire, non, on a eu quelques voyous qu'on a ramassés à gauche à droite avec des drapeaux du PPRD. Donc le PPRD détruit après le décor. Et les gens te disent non, c'est pas comme ça. Donc voilà le décor. Deuxième élément, je constate aussi que c'est le président de la République, autorité morale de l'AMP, qui ouvre les concertations nationales. Ce rôle devait donc appartenir à un médiateur. On avait déjà exclu cette question de médiateur. Justement, si on en arrive là-bas, nous n'allons jamais nous mettre d'accord s'il n'y a pas un médiateur. Si maintenant il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde et qui ouvre et qui va clôturer et qui va prendre les résolutions pour dire ça m'arrange, ça ne m'arrange pas, ce n'est pas des concertations nationales. C'est un congrès du PPRD, donc le congrès du Parti communiste à l'époque de... Merci. Alors, votre analyse d'abord du discours d'ouverture, appel à la cohésion, appel à un sursaut d'orgueil, pourquoi pas pour la nation congolaise qui doit s'unir pour faire face à l'agression du pays. Et les décors tels qu'il est planté aujourd'hui, on peut dire que ça y est, les concertations peuvent commencer. Oui, et tout à fait. Le chef de l'État est resté dans la ligne classique de son ordonnance pour les concertations en rappelant son but qui est d'amener les Congolais, quel que soit leur problème, de voir le danger qui guette le pays, de se mettre ensemble. Même si aujourd'hui, par coup de bâton magique, on terminait la guerre à l'Est, nous n'avons pas que la seule lutte. Nous avons la lutte économique, nous avons la lutte dans tous les pays du monde. Les gens n'arrivent à réussir que lorsqu'ils se mettent ensemble. Et c'est même biblique, une maison divisée contre elle-même, elle est vouée en échec. Donc c'est dans un pays où il y a des chrétiens, des pasteurs, tout ça, les gens doivent savoir que l'unité, lutter pour ce qui nous est commun, c'est-à-dire le Congo, ne nous empêche pas d'exprimer nos couleurs politiques. Mais c'est à ce moment-là que j'arrive pour dire que les gens qui ont été au Palais du Peuple, qui sont venus soutenir les concertations,
Ces gens-là ne font pas déjà la concertation. Et il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas que le PPRD, a plusieurs oui, partis. beaucoup de partis politiques. Beaucoup de partis politiques. Ces partis politiques ne faisaient pas déjà la concertation, mais ils sont venus soutenir les concertations. Ça, de même, ceux qui refusent d'y aller s'expriment au nom de leur parti politique. Mais ça serait étonnant que ceux qui disent nous sommes d'accord ne le disent pas en manifestant aussi leur couleur politique. Mais que mon ami Moussangou demande à l'UNC de ne pas dire l'UNC n'est pas là. Et qu'on dit l'UDPS n'est pas là. Et qu'on ne parle pas au nom des partis politiques. Mais c'est normal que les autres partis politiques, qu'ils soient de la majorité, qui sont là-bas, s'affirment en tant que PPRD, en tant que PALU, en tant que FC ou quoi, qu'ils s'expriment en montrant aussi leur couleur, parce que ceux qui refusent au nom de leur couleur politique. Merci. Mais c'est pour terminer, pour dire ceci que on ne doit pas confondre les époques. La conférence nationale s'est faite dans un moment où il n'y avait pas de légitimité du pouvoir. Il n'y avait pas un pouvoir légitime, nous le savons. Mobutu avait son système politique. Les concertations nationales, et quoi, le dialogue interconstitutionnel, nous ne sommes pas dans ce même schéma. Donc aujourd'hui, il y a un gouvernement élu. Nous avons des textes, la Constitution, approuvé par référendum par le peuple congolais. Dire aujourd'hui qu'on va prendre quelqu'un, le chef de l'État n'a plus le droit de faire le discours dans les forums qui se tiennent. Moi, il faut sortir de cette logique-là où alors on veut amuser la galerie. Alors, voilà, Fidèle, c'est ça aussi la grande question. C'est vrai, il n'y a pas de médiateur. Le chef de l'État, comme vous l'avez dit, en ouvrant ces concertations, se place au-dessus de la mêlée et donne à ces travaux justement leur sens circonscrit les cadres constitutionnels dans lesquels se tiennent ces travaux. Pour un peu peut-être répondre à ceux qui disaient que c'était extra-constitutionnel parce que aujourd'hui on voit le chef de l'État qui vient, il y a toutes les institutions ont été représentées. Ça veut dire que ce sont des concertations qui sont organisées par le gouvernement congolais pour retrouver la cohésion au niveau du pays. Écoutez, quand on parle de la cohésion, donc les régimes acceptent que le pays n'est pas... Donc il n'y a pas de cohésion. Mais c'est un aveu grave. Ça mérite d'être déféré devant la haute cour. Vous régnez pendant 11 ans. Vous dites que le peuple congolais n'a pas de cohésion. Mais monsieur, vous devez donc soit partir ou être déféré devant la haute cour. C'est un crime, un crime grave, ça. Très grave. 11 ans. Vous dites que vous avez été élu en 2006 et en 2011. Il n'y a pas de cohésion. Mais ça, c'est grave, ça se dit. Il y a une crise de légitimité. C'est ça, le manque de cohésion. C'est ça l'expression. Quand il n'y a pas de cohésion, c'est qu'une grande partie de la population ne croit plus en vous. Ne croit pas en vos élections. La preuve, on a chassé comme un pot Ngoï Molunda. Il aurait démissionné, mais on l'a chassé. Ça veut dire qu'on reconnaît que ce type a fait de mauvais travail. S'il y a une escroquerie du siècle avec sa fait des élections, on reconnaît ça. Et puis, deuxième élément, c'est lui qui prétend avoir été élu président. N'a plus personne venir, à part quelqu'un qui est... Mais est-ce qu'on reviendra vraiment tout le temps sur ça? Écoutez, Kabila lui-même est question de débat. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Non, ça fait pardon. Écoutez. Attendez une minute. Je vais répondre. Oui, attendez une minute. Je vais vous rappeler d'abord les thématiques qui ont été retenues, donc les thèmes qui vont être abordés. Il y a la gouvernance, démocratie, réforme institutionnelle, économie, secteur productif et finances publiques, désarmement, démobilisation, réinsertion sociale ou rapatriement de groupes armés, conflits communautaires, paix et réconciliation nationale, décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Quand on lit ces thématiques-là, on a l'impression que c'est le Rwanda qui les a dictées. Où est-ce qu'il y a des conflits interethniques ici? Où? C'est où? Conflits communautaires, on veut dire. Où? Dans quel autre pays? L'histoire des Bakatakatang, ce n'est pas un conflit communautaire. Intercommunautaire, non, il n'y en a pas. Ça, c'est le Rwanda qui vous dit des choses pareilles. Dans leur tête, ils veulent nous dire que les Tutsis sont malmenés. C'est ça l'objectif. Nous amener dans il n'y a pas un problème de Tutsis ici. Qui malmène les Tutsis ici? Qui malmène les Hutus? Qu'on s'entende bien. Est-ce qu'au Kassai on se tue? Au Katanga on se tue? Non. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Ça n'existe pas. Ça, on a l'impression que c'est la main du Rwanda. Je conteste. Deuxième élément. Tout ce programme-là, c'est le programme du gouvernement. Même quand il y a conflit quelque part, les Bénin machin et les Bakwa trucs, c'est le gouvernement qui règle ça. Ça existe même en Europe quand les Wallons se battent quelque part. C'est le gouvernement. Donc, ça sont des problèmes du gouvernement. Le problème qu'on évite ici et qui est à la base de cette crise, c'est le problème des élections de 2011. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là de légitimité des urnes, messieurs, on ne sortira pas du lot. D'ailleurs, attention, nous sommes dans une crise qui est plus grave que
la guerre du RCD. Plus grave. On va y revenir. Alors, les thèmes tels que retenus, par exemple, quand on prend le premier thème, la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. À quoi ça rime un peu, si vous avez une idée? Oui, mais écoutez, j'aimerais d'abord, parce que nos téléspectateurs ont besoin d'informations. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement, dans notre pays, qu'il y a des conflits sanglants entre ethniques, les affaires Enyele. Les Enyele. Hier, on a rapatrié combien? Des milliers de gens qui s'étaient refusés au Congo-Brazzaville. Qui les avait... le massacre de Dongo, c'était sur quoi? Mais non, loin de Kinshasa, ici, vers Yumbi, ici, les Batende avec les Banonou. Mais il y a des conflits terribles. Chez lui, là, vous avez trouvé les Bagnassés ici, Bagnassés, des villages brûlés. J'ai fait de Mboujmaï à Kabina, vous trouvez mes 4 et 5 villages brûlés entre les gens, c'est les Banassés ici, les Banassés là. Ce sont autant de conflits. Vous ne pouvez pas négliger tout cela parce que vous voulez tout ramener au conflit tout qui est à l'est. La République démocratique du Congo n'a pas que l'est, il y a beaucoup d'autres coins du Congo. On doit commencer à s'en occuper aussi. Et je pense que la thématique a été bien choisie. Voilà. Mais à propos de la crise de légitimité, mais ça c'est un discours mensonger. Le même Fidèle ici, déjà en 1990, lorsque Mobutu proclame déjà le même qui est venu avec la légitimité en 2011 aux élections 2000 était déjà légitime à l'époque. En 1990, ils étaient déjà en position de légitimité. Il n'y a que lui qui pouvait être Premier ministre. Là, il avait gagné quelles élections? On lui avait volé quelle victoire? En 1990, il était déjà le seul légitime. Jusque nous sommes allés, on a eu le palais des marbres, un palais des marbres, une conférence nationale, tout cela, il n'y avait que lui qui devait être légitime. Et cette légitimité, il l'a tirée où? Pour que maintenant qu'il aille aux élections de 2011. Mais avant cette légitimité, depuis 1990, il avait tiré d'où? De quelles élections? Qui lui avait volé quelle victoire? Non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la crise de légitimité peut être considérée comme étant une contestation massive des résultats des élections? Ce n'est pas le fait d'une personne ou d'une formation politique. Tout à fait. Oui. La contestation électorale, c'est une chose tout à fait normale. Elle est même prévue dans la Constitution. Ouais. C'est pourquoi la Constitution prend un cas de contestation, parce que la contestation constitutionnelle, voici les voies à suivre. Vous contestez. Ce n'est pas parce que un individu conteste les élections, même 5 individus contestent les élections, qu'il y a illégitimité de celui qui a été élu. C'est tout à fait faux. Mais cet homme est un juriste, Fidèle Moussaong. La légitimité, même vous allez en sciences politiques, la légitimité, c'est un marchandage entre le peuple et tous ceux, le candidat, là, les Vital Kamerhe, tous ceci, les Anga, oui, tous ils sont allés solliciter la légitimité du peuple. Moyennant que nous allons vous donner ceci et donnez-nous le pouvoir. La population a donné son pouvoir à quelqu'un sur le base de son... Personne, en sciences politiques, c'est que personne n'a jamais eu la légitimité totale. C'est pourquoi on a les lois de la majorité, ainsi de suite. Vous pouvez être 500 et on dit que la majorité c'est à 251, mais les 251, les 200 autres là qui restent là, ne sont pas d'accord, mais la légitimité, elle est là. Ce n'est pas parce que Moussaong ne veut pas de ce régime le conteste que ce régime n'est pas légitime. Non, nous devons sortir, c'est pas pour que le débat soit plus scientifique et plus réel. Oui, attendez, je vais revenir à vous. Une question justement par rapport... Parce que quand on veut parler de la gouvernance, on veut parler de la démocratie et surtout la question qui fâche, c'est la réforme institutionnelle. Pourquoi on doit réformer les institutions en plein mandat? Parce qu'il y a un chef de l'État qui a été élu, il y a un chef de l'État qui a été élu sur base d'un programme, comme vous le dites. Mais si on doit réformer les institutions en ce moment précis, ça veut signifier quoi, par exemple? Oui, mais tout à fait. Tous ces thèmes-là, ça ne veut pas dire, lorsqu'on met les thèmes, comme thème réforme institutionnelle, ça veut dire qu'on doit réformer. Mais on va en parler. Si les gens estiment non, nos institutions telles que nous les avons, ce ne sont pas les institutions qui sont la cause du manque de cohésion, nous les gardons. Mais si on constate que non, la façon dont nous nous sommes organisés, c'est ça qui fait que nous ne soyons pas dans la cohésion, on le réforme. C'est-à-dire, il n'y a pas, le président l'avait dit, il n'y aura pas de questions taboues. Tout ce que vous estimez que moi, Fidèle Moussaong, et ça, si ça ne me plaît pas, et je voudrais que ça change, vous vous battez là-bas aux concertations, vous convainquez les autres, et on prend des résolutions là-dessus. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces thématiques, il n'y a rien. Même la fameuse vérité des urnes, elle est là-dedans. Très bien. Et il faut être là pour la défendre. Alors, Fidèle, comment vous analysez d'abord ces thèmes, parler de la gouvernance
ce qui devrait normalement être le combat du gouvernement issu des urnes. Parler de la démocratie, ça, la démocratie, c'est un idéal à atteindre parce qu'on doit organiser les cycles électoraux réguliers. Est-ce qu'ici, c'est parce que les députés provinciaux, les gouverneurs de province, les sénateurs sont hors mandat, ou alors il faut réformer les institutions parce qu'il faut faire les rééquilibrages pour essayer de compenser ceux qui sont sur le banc de touche. En tout cas, ça se dit dans la rue. Non, écoutez, Charles, vous savez, quand j'entends Diane dire des choses pareilles, abominables, je me dis, mais il y a quand même des gens... Je parle de Gizenga. Gizenga est parti de Léopoldville en VOE avec ses amis parce qu'on venait de faire un coup d'État. Et plus tard, on venait d'assassiner un premier ministre élu. Élu. Lumba était élu. Akisangani comme député national. Lui qui est du Kasaï. Et sa coalition était majoritaire à former le gouvernement. Lisez mon journal maintenant. Nous revenons sur les pages noires. Nous revenons des choses graves. Il y a eu des crimes contre l'humanité ici. On a assassiné un premier ministre au Katanga par les Belges, les Américains et les Katangais. Ça, c'est l'histoire de mon pays. Peut-être que ce n'est pas le pays de Diana. Mon pays, on a assassiné des premiers ministres. Et il y a des Congolais, dont Gizenga, ont protesté, ils sont partis à l'exil. Ils sont revenus pour récupérer la légitimité des urnes. On les a roulés. On l'a mis à Boulabemba. C'est Tchombe qui l'a fait sortir Boulabemba. Et quand il a fait sortir, il a fait la première conférence, déclaration ici, au zoo, il a créé le Palou. Il est parti à l'exil. Il n'a pas accepté Tchombe. Gizenga Antoine, il avait quel âge à ce moment-là? 20, 30 ans. Il n'est revenu qu'ici en 91. Vous oubliez ça. Et il a vécu au Congo comme réfugié politique. Il contestait le pouvoir de Mobutu. Il pouvait rentrer comme tout le monde. Les Mbagné sont rentrés, les Soumélé sont... Lui, il a refusé. Parce que ceux qui étaient rentrés comme Moulélé ont été massacrés ici. Vous oubliez ça? Moulélé a été invité, on a fait une amnistie générale. Il arrive ici, on le prend, on le tue. On l'a torturé. Et Gizenga va venir. Combien de Katangais, c'est qui sont partis avec Tchombe? Ils sont revenus, on a massacré. Ici au Kachatché. Lisez l'histoire du Congo. Il n'y a que des crimes. Et pour Diana, c'est de la vaste blague. Donc Gizenga, c'est un imbécile. Moulélé est un imbécile. Moukoulouboum est un imbécile. Vous savez, il y a 4 crises de légitimité. Il ne faut pas dire ça. Non, parce que si on ne reconnaît pas... Non, je m'excuse beaucoup pour le mot et tout parce que ça me fait mal au cœur. Ouais. Quand on voit des gens qui ont sacrifié leur vie pour contester des coups d'État, lui dit non, parce que c'est Tshisekedi. Mais Gizenga, Moukoulouboum, Moulélé, et tant d'autres. Mais maintenant, il faut que le pays doit avancer. C'est ça le problème. On ne peut pas avancer sur du mensonge. Nous avons une conférence nationale souveraine. Il y a un individu, un groupe d'individus qui ont comploté pour bloquer la conférence souveraine. Un premier ministre élu. On a fait un coup d'État contre lui. Et on doit laisser passer comme ça. Et cet homme-là, il est où? Il est mort comment? Et où est sa progéniture? Tchombe a ramené la paix ici. Le groupe d'Embiz a été incapable de mettre la fin à la sécession et à la rébellion. Qui a mis fin à la sécession? C'est l'ONU. Quand on a assassiné, quand Dagamajol est mort dans un accident, et l'ONU s'est fâchée, frappé, on a mis fin à la sécession en 1963. Mais la rébellion existait encore. Une partie du Congo était en rébellion. Le Kwilu, le Kivu, Kabila père, était où? Où est né son fils? C'est pas en pleine rébellion? Donc, Mouzé aussi, c'était un vaurien. Pourquoi Kabila père est allé en exil? Pourquoi Joseph est né en Brousse pour aller vivre comme réfugié en Tanzanie? Mais il est là, Joseph. C'est fait. Sa mère est là, son père est assassiné. Tout ça, c'est bien, ivoirien, pas le rien. Qu'est-ce qu'il contestait, Mouzé? Il contestait quoi? Dans la Brousse, sa fille, là. Mais maintenant, attendez, toute cette histoire-là, qu'est-ce que ça veut? Il récupère le pouvoir. Oui. Il fait les élections et les gagne. Coup d'État. Oui. Il part. Ça, c'est connu. On l'assassine. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Le problème, c'est le sujet. Oui. C'est la 4e crise de légitimité. Oui. Chaque fois qu'on l'évite, on tombe dans le mur. Oui. Allez-y avec ces concertations. Quelqu'un se met au-dessus de la mêlée. C'est le Staline. Nous devons, on l'appelle même Reis. Dieu, au Bas-Congo, Jacques Madoula appelé le pape. Il a tous les qualificatifs. Il a dit, moi je suis en dehors. Monsieur le Congolais, allez, faites le travail et puis vous amenez le résultat et moi je vais sanctionner. Allons-y. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de légitimité,
On tourne autour du pot. Très bien. Et attention, et les pays voisins qui nous observent et qui sont jaloux de notre force politique, de notre culture, de notre sens d'acquis de spécialité, vont nous emmerder tant qu'on n'aura pas un pouvoir légitime. Merci. Alors, en une minute, on va mettre fin d'abord à ces premiers sujets sur les concertations. C'est vrai que maintenant que ça s'ouvre, nous aurons le temps d'y revenir régulièrement et essayer d'en parler, approfondir, pourquoi pas, toutes les thématiques. On va parler de l'économie, des secteurs productifs, même des finances publiques. Ma dernière question à vous sur cette question est celle de savoir, aujourd'hui, on parle d'un forum qui devrait réunir au moins des scientifiques, parce que l'analyse, selon les experts qui étaient dans le groupe thématique, il faut que l'on fasse une analyse scientifique de la situation du pays en ce qui concerne la gouvernance, les processus démocratiques, la réforme des institutions, les secteurs économiques et j'en passe. Est-ce que vous voyez, avec le bordel qu'on voit autour du Palais du Peuple, que le groupe politique, dont l'opposition, la majorité, la société civile, seront en mesure d'envoyer l'expertise qu'il faut pour faire ce travail? Oui, mais je suis un des premiers sur ce plateau, même si Fidel Moussangou s'en était opposé, de dire que ces concertations, on peut même prendre des scientifiques, sans avoir besoin, il y a tel nombre de la majorité, des gens reconnus pour leur qualité, sans dire, réfléchissez-nous sur la gouvernance, qu'est-ce qu'on devrait faire, et puis on va soumettre ça, soit au réforme ou quoi. Ça peut se faire. Mais les shows là, les gens qui vont pour se faire entendre, je pense qu'il aura ce résultat politique, il aura, mais le mieux à faire aurait été aussi cette histoire qu'on y mette des scientifiques. Mais j'aimerais dire ceci, par respect à nos téléspectateurs. Je veux donner un exemple. Ce que Moussangou dit, c'est vrai lorsqu'il parlait de la légitimité de Lumumba et de sa coalition. Mais c'est vrai. Mais lorsque nous nous trouvons en 1990, au moment où on revient, mais ce sont ceux qui ont pris le pouvoir à Lumumba qui viennent, qui se disent ils sont légitimes. Mais qui c'est qui dit qui avait déjà la légitimité en 1990, il a tiré où? Puisqu'il était commissaire général, les gens qui ont justement arrêté Lumumba. Voilà, vous ne devez pas manipuler l'opinion. J'ai posé la question. Mais il a quand même été élu en 92 à la CNS. J'en arrive. Ouais. J'en arrive. En tout cas, attendez s'il vous plaît. Oui, je ne voudrais pas que nous revenions parce que ça risque de nous perdre du temps. Pour le respect des téléspectateurs. Ouais. Pour le respect des téléspectateurs. Parce qu'ils voudraient manipuler l'opinion. C'est vrai qu'ils ont fait parce qu'ils ont gagné les élections légalement, reconnues par les organes, par la loi, tout proclamé, ainsi de suite. Et on leur a fait le coup d'État. Et on arrive en 1990, ce sont ceux qui ont fait le coup d'État qui reviennent au pouvoir. Gizenga aurait pu dire non, nous refusons. Mais il a dit non, impliquons-nous. Il s'est impliqué même à l'Union sacrée avec ceux qui les avaient chassés du pouvoir jusqu'à Chemine. Nous arrivons à la conférence nationale souveraine. Ceux même qui avaient fait le coup d'État à Lumumba se font leur coup de palais, Mobutu Tshisekedi et consorts, ils s'embrouillent. Ce qui était une affaire de l'État est devenu une affaire de Tshisekedi Mobutu, chacun agissant selon ses convenances personnelles. Merci. Nous devons le reconnaître. Merci. Et jusque-là, aujourd'hui, Tshisekedi continue. C'est pourquoi je pose la question. On ne prend pas au sérieux. Dans le monde entier, personne n'a une légitimité totale et une légitimité éternelle. Merci Depuis beaucoup. que le Congo existe, lui, il a toujours été légitime. Alors, en une minute, c'est pas normal. Les participants qui vont venir à ces travaux, s'il faut vraiment que ceux qui sont chargés de les recruter, je ne sais pas quelle aura été la méthodologie pour dénicher ces personnes, qu'est-ce qu'ils doivent faire et quelles qualités peuvent avoir? D'abord, il faut rectifier l'histoire. Il ne faut pas que les téléspectateurs rapidement, parce que nous risquons de nous perdre là-dedans. Il ne faut pas continuer à avoir une haine sur base des mensonges. Ouais. Tshisekedi n'a jamais été celui qui a arrêté Lumumba. Il était commissaire général adjoint. Très bien. Oui, allez. Deuxième élément, cas, ouais. quand on a arrêté Lumumba, Tshisekedi n'est plus au gouvernement. Il y a Bakwang. Vous oubliez, l'histoire est claire et impitoyable. Très bien. Il faut mentir les gens. Deuxièmement, Tshisekedi n'a jamais réclamé une légitimité en 90. Non. Il a commencé sa liberté quand il a été élu en 92. Voilà. Pas en 90. Alors, il était un simple. Il a seulement critiqué le fait que Mobutu, son discours, où il démissionne du MPR, il a violé la Constitution. Voilà. Parce qu'on disait, le président du MPR est le président de la République. En démissant du MPR, c'est ce qu'il devrait faire en tant que juriste. Il ne peut pas mentir l'histoire. Mais là, je fais une parenthèse. Autre chose. Le problème de la répartition des sièges, voilà le péché mortel des Congolais. Voilà d'où vient l'escroquerie et la tricherie. Vous dites concertation nationale. Ça veut à part égale, à pieds égaux. Pourquoi vous donnez
plus de sièges au régime en pouvoir qui est contesté. Parce que quand on voit les thématiques, c'est qu'on conteste même le gouvernement. Et si Kabila prend ces thématiques, c'est qu'il fait un aveu d'échec de son gouvernement, de son régime. Lui, il parle des conflits parce que ça arrive n'importe où. Ça, c'est une petite bagarre pour le poisson. D'ailleurs, c'est parce que nous n'avons pas un pouvoir autoritaire qu'on n'a pas su... Oui, mais on va parler de ça aussi. Non, c'est pour vous dire ceci. Les renforcements de l'autorité de l'État arrivent dans un État où il n'y a pas d'autorité. Quand il y a une autorité qui a un inspecteur, qui règle ça, ce n'est pas le pouvoir central qui va venir ici pour régler un conflit de poissons chez les Niénons. Parce qu'ici, on est faible sur le plan national et on transmet cette faiblesse aux autorités décentralisées. C'est ça la logique. Merci. Voilà. À toi conclure par là parce que... C'est pour dire ceci. L'Église catholique vient encore de le rappeler. Par la voix du CALCC. Pour dire, si nous allons là-bas, il faut dire, s'il y a 700 places, il faut les diviser par 3. Et on se dit, bon, on divise par 3, puisqu'on veut avoir des invités neutres, par exemple les anciens premiers ministres, les anciens gouvernements central. On prend le nombre des invités, on enlève dans chaque composante. Comme ça, on est à pied égalité. S'il y a vote, que un vote soit égalitaire. Mais même dans les composantes, là, ce sera la guerre. Non. Le problème est celui-ci. Si le fameux secrétaire technique ou le comité de plage est sérieux, on va voir les associations de la société civile. J'ai suivi quelque part une association des autochtones. Je me suis dit, mais Diane et moi, nous sommes des réfugiés rwandais. Venus au Congo. Je termine. Rapidement. Non, comment il y a des associations bidons. Associations des autochtones, non. Diane n'est pas rwandais, moi non plus. Je ne suis pas un immigré. Je suis autochtone. Donc ça n'a pas de sens. Il faut maintenant voir, par exemple, à ce qui concerne la presse. Imaginez, j'en parle avec autorité. On veut éviter les médias. Les médias, c'est un grand baron de la société civile. Non, on va inviter les patrons de presse. Nous, l'ADG de Télé 50, de Télé 7, il ne parle qu'au nom de Télé 7. Mouboya, il parle de nous phare. On ne va pas les inviter pour me... Il parle du phare, mais lui, Mouboya, il est membre de la NECO. Freddy Moulumba, membre de la NECO. Mouboya est président de l'OMEC. Donc on va prendre les associations des médias. Il y en a peut-être 12. On leur donne un siège. Là, les médias sont représentés. L'UNPC, la NECO, l'OMEC, le CESAC, GED, Fopromédia, Frémac, dont Moulumba Freddy est secrétaire général, moi je suis le président national. Comprenez? On donne un siège à Pax à droite. Il y a le syndicat de Nkundiye. On dit voilà, les médias sont représentés. On prend les magistrats. On prend les avocats, les pharmaciens, les ingénieurs civils. Mais ce travail-là devait être fait avant. Oui, on peut le faire maintenant. Il suffit d'avoir du courage de dire on prend les au nom. Merci. Et puis on envoie les mots pour dire bon. Les partis politiques, on dit voilà, la majorité. C'est dit, vous avez combien de partis politiques dans votre ensemble? On sélectionne les bidons là-bas dehors. Les non parlementaires. Mais ça, c'est l'exclusion. Non, on sélectionne, on dit voilà, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des partis politiques mallettes qui ne représentent rien. Même au niveau du Parlement, il y a des partis politiques qui n'ont que seul député. Mais écoutez, vous n'allez pas. Il n'a même pas un groupe parlementaire. On doit commencer par les grands. Et puis on voit s'il y a de la place, on ajoute tout doucement. C'est comme ça qu'on fait ça. Et on fait d'autorité. Ici, chez nous, les autorités sont elles-mêmes plongées dans des magouilles. Alors, merci en tout cas nous avons fini avec ce premier sujet. Il a pris du temps parce qu'en fait, les concertations nationales préoccupent toute la société congolaise parce que vraiment le peuple place ses espoirs dans ces assises. Il va falloir que ceux qui vont participer donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme l'a voulu le chef de l'État, pour que nous puissions sortir de l'engrenage de la violence et de l'insécurité. Alors maintenant, le deuxième sujet, c'est la sécurité justement à l'est du pays. Au courant de la semaine, un sommet, alors que le gouvernement congolais, à travers les FARDC, bien sûr, soutenu par les militaires de la MONUSCO, la brigade d'intervention, ont fait vraiment récolter des victoires sur le terrain militaire sur le M23, jusqu'à arriver à Kibati, jusqu'à Kibumba. Mais il y a eu un sommet de la CIRGEL à Kampala. Aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu en attendant. Et on a repris le dialogue avec les M23. Comment vous avez analysé tout ça, vous personnellement? Bon, bah, écoutez, pendant que les FARDC se battaient à Goma, on n'avait jamais désamorcé, pour parler de Kampala. Qu'on demande aujourd'hui de le relancer, le fait de le relancer ne demande pas aux FARDC de quitter leur position. Tout ça. Je pense que lorsqu'on tient compte du discours du chef de l'État qui avait dit que
la guerre est menée sur tous les fronts. Il y a le front médiatique, il y a le front diplomatique, il y a le front militaire. Donc il n'y a aucun front qui est au-dessus des autres, contrairement à ce que veut nous faire croire Mme Robinson, Ban Ki-moon, cette coalition de mal avec la MONUSCO, qui veulent que par tous les moyens, à tout moment, que la RDC soit toujours à genoux, mendiant la paix. Et lorsque les FARDC, ce sommet de Kampala n'aurait pas eu lieu si, sur le terrain, les FARDC n'avaient pas montré beaucoup d'entrain et d'efficacité. Ouais. Et aussi, les FARDC ne se seraient pas lancés, la brigade de la MONUSCO ne se serait pas lancée si la population n'avait pas aussi manifesté son ras-le-bol. Mais à quel jeu joue-t-on? Soit on veut effectivement aider ce pays à sortir de la situation, soit on voudrait venir chercher, je ne sais pas, le prix Nobel de la paix, mais Mme Robinson a allé chercher le prix Nobel de la paix ailleurs. Mais ici, on n'en a pas besoin aujourd'hui. On a dit, on va se battre. Si le Rwanda est vraiment fort, qu'il occupe même tout le Congo. Mais on ne doit pas tout le temps s'asseoir. Robinson, et pourquoi d'abord la communauté internationale, Ban Ki-moon? Juste au moment où on arrive à un certain niveau, les pays africains, dans un ras-de-bol, ils se disent non, cette fois nous devons avoir une force offensive. C'est à ce moment qu'on débarque tous ceux qui ont suivi le processus. Mus part, tout le monde part. On met de nouvelles personnes qui veulent nous dire le même discours que Mus avait commencé, c'est-à-dire celui de il faut la paix, il faut. Mais négocier. Mais combien de fois nous avons négocié avec eux? On a Nairobi, partout. On a négocié. Et cette fois, on va négocier. Qu'est-ce qui sera la preuve? C'est que le mouvement s'appelle M23. Il y avait déjà un accord du M23 qui l'a violé, si ce n'est pas le M23, parce qu'une disposition importante dit plus personne ne peut prendre les armes. Merci. Alors, Fidèle Moussangou, comment vous analysez d'abord ce sommet de la CIRGL? On a entendu les discours, madame qui assume la présence de l'Union africaine a parlé. Il faut que les deux parties arrivent à trouver une solution pour essayer d'épargner à la population de l'Est du pays du Congo les deuils quotidiens, les déplacements internes. Mais ce qui étonne dans l'opinion, c'est que le gouvernement est appelé à aller négocier avec le M23 au moment où, visiblement, ce mouvement rebelle était déjà en train de vivre ces derniers jours. Avec les batailles... Charlie, je vous dis que le péché mortel de ces pays, c'est la corruption. Quand vous avez des partenaires corrompus, l'agresseur a corrompu les animateurs des institutions de la République. Et il a le beau rôle. Parce que quand l'adversaire parle, les autres se taisent. J'ai entendu un jour le président parler des fronts diplomatiques, front militaire. Mais il a oublié l'élément. Front judiciaire. Lui, il dort. Les Rwandais ont déjà planté les décors du front judiciaire. Avec qui? Avec Taganda. Taganda ne s'est pas livré, on l'a pris, bien si elle est, entre l'ambassade. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Quand vous entrez au Rwanda, dans n'importe quelle frontière, le message est parti que Charlie Tonsi vient d'entrer. Et même la photo. Et quand vous arrivez dans un hôtel, immédiatement, tout le réseau de courant, il est à telle chambre. Il est bien comme ceci. Alors, quand Taganda qui fuit, il rentre chez lui au Rwanda. Parce qu'il est rwandais. Mais ici, on a continué par honte de l'appeler Congolais. Et pourtant, la CPI qui est mieux renseignée a donné son curriculum vitae. Ici, on s'est gossé, on a eu honte d'avoir nommé quelqu'un, un étranger, général de brigade. Et puis un général qui ne parle pas français. Oh, le français, c'est la langue administrative. La langue de l'armée, c'est le lingala. Lui, il ne parle ni lingala ni français. La preuve, il arrive à la CPI, il va plaider à Kinyarwanda. Ça, c'est grave. C'est la honte des autorités nationales. Nommer les gens par peur. Alors rentrer à la bataille de Kibati. Quand les Rwandais prennent le décor judiciaire, Taganda a une mission. Il a déjà eu des millions, sa famille est en paix quelque part, l'argent jusqu'à même 40 à 50 ans. Lui, il va rentrer dans les autorités congolaises. Rappelez-vous, avant d'arrêter Taganda, le général James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major général nommé par Mouzé, s'est permis d'injurier Kabila en disant que d'ailleurs, le président Kabila a fait du trafic illicite de matières précieuses avec Taganda. Et ici, je n'ai vu personne ne répliquer. Ça, c'est planter le décor. Taganda va charger Kabila et les autres autorités là, dans ces pays. Et vous dormez. À ce moment-là, vous avez... Non. Il faut avoir aussi le décor, il faut le front diplomatique.
Ça commence à marcher, mais difficilement, avec beaucoup d'hésitation. Ils font le front militaire. Ça commence à marcher parce que la MONUSCO est là. On a honte. Maintenant, on amène des bons militaires. Mais non, mais parce qu'on on a gagné des belles victoires. Il y a pas que ces gens qui gagnent, ils sont pas là aujourd'hui. C'est des Congolais qui sont nés peut-être... C'était en l'âge de Diane ici. C'est qu'il y en avait. Il y en a encore des bons. Troisième front, c'est le front judiciaire. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais de saisir la Cour pénale internationale? À partir des rapports de la MONUSCO, de Human Rights Watch et de International Crisis Group. Ces rapports, et avec les reportages des médias internationaux, rien que ça, saisir la CPI contre telle autorité rwandaise, ougandaise. Vous avez maintenant un front judiciaire. Et là, maintenant, on attend. C'est comme ça qu'un pays se comporte. Quatre éléments. Le front national. On a interdit le débat sur l'affaire de l'Est, ici à l'Assemblée nationale. Pourtant, à ce moment-là, on allait démolir toutes les prétentions du M23. Mon journal, nous avons démoli ça. Par exemple, quand le M23 demande l'intégration, nous avons la liste des officiers de CNDP, dont le fameux Karazamala, et même Matengala, qui est un OFO, a été nommé colonel, mais n'est pas venu à la prise d'armes. Il a été affecté à tel poste, il s'est même rendu là-bas. Il est resté 3 mois, 4 mois. Moi, je viens de Matadi. Le numéro 2 de la police de la province du Nord était un ancien du CNDP. Le colonel Paï, ancien du CNDP. Mais avec Kunda, il a contesté Taganda. Il est là à Matadi. Qui le tue? Il est Tutsi. Il est en paix. C'est pour vous dire ceci. Nous devions au niveau national ouvrir un débat sur cette affaire. À l'Assemblée nationale, au Sénat, dans la rue, pour expliquer aux Congolais que les prétentions du M23 ne valent pas un clou. Comme ça, le M23 va fuir. Mais on fait un mystère. On en fait un mystère. On les protège. On les protège même. Maintenant, quand on arrive, ils sont des CIGR. Bon, pourquoi Kabila va là-bas? Pourquoi on va à Kampala? Alors, terminez par là. C'est pour dire ceci. Il est établi que l'Ouganda et le Rwanda sont impliqués là-dedans. Et pourquoi les Congolais vont négocier à Kampala? Ils peuvent dire, monsieur, nous voulons négocier avec ces égarés-là de M23. Nous allons négocier à Gaborone. Nous allons même à Nairobi. Ou même on dit, bon, nous allons même en Chine. Nous allons payer. Très bien. Comme ça, maintenant, merci. Et là, maintenant, en dehors de toute pression, nous pouvons démolir toutes leurs prétentions. Merci beaucoup. On a fini ces deux sujets qui concernaient la politique nationale. Maintenant, nous allons en international. L'actualité reste dominée par la situation en Syrie. Vous le savez, le 21 août dernier, il a été fait usage de bombes chimiques ou des armes chimiques qui a tué plus de 300 personnes dans la banlieue de Damas, la capitale syrienne. Aujourd'hui, on a mis ces comportements interdits sur la tête du président Bachar al-Assad. Aujourd'hui, il est question pour la communauté internationale, dont la France et les États-Unis, de pouvoir frapper, ils disent, pour corriger ces comportements plus ou moins criminels. Comment vous analysez d'abord la décision des États-Unis, même si Barack Obama attend encore le vote du Congrès et de Hollande, qui attend que les Nations Unies prennent une résolution qui puisse lui donner la force d'aller combattre sur le théâtre de la Syrie? Oui, mais tout à fait. La situation en Syrie permet d'éclairer un peu notre comportement au pays. Tout le monde dit Bachar a tué avec du gaz, ce qui est interdit. Mais personne ne dit prenons Assad, mettons-le à la justice pénale internationale. Partout, même après, donc la justice vient après. À Nuremberg, on a jugé les nazis après. Mais d'abord, il faut les vaincre. Il ne faut pas vous distraire avec la justice. D'abord, gagner la guerre. Et puis, les autres, lorsqu'ils sont dans la situation de vaincus, vous les mettez en justice. Peut-être le président syrien, si on arrive à les vaincre, on va maintenant les traduire en justice comme on a fait avec Taylor, comme on a fait avec l'autre de Yougoslavie. C'est comme ça, la justice vient toujours après. Bon, mais je voulais maintenant dire la situation qu'il y a là-bas. Cette situation-là, les Occidentaux sont en train de chercher une guerre mondiale. Ils sont en train de chercher une guerre mondiale. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont facilement tué Kadhafi et parti, pendant que les Africains sont toujours sont rentrés dans leur coquille honteux. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi quelques frappes ici qu'ils vont le réussir en Syrie, ils vont créer une guerre mondiale. La guerre va atteindre l'Israël, la guerre va atteindre l'Iran, partout. Donc ce monde-là sera
invivable. Mais aujourd'hui, lorsque, par exemple, je trouve aussi une certaine naïveté chez le président américain qui demande l'autorisation, après avoir vu qu'en tout cas au niveau du Conseil de sécurité, il n'y aura pas d'autorisation parce qu'en Libye... Tout le monde lui-même s'oppose. Mais tout à fait. En Libye, ils avaient reçu un mandat et ils sont allés au-delà du mandat. Alors maintenant, tous les autres pays disent non, nous n'allons plus vous donner un mandat limité et vous allez au-delà du mandat. Les gens maintenant sont prudents. Alors, il va demander l'autorisation du Congrès. Mais est-ce qu'il oublie que ce Congrès-là, leur Sénat-là, le Sénat est en majorité républicain? Les républicains, s'ils ont perdu la guerre, c'est à cause de la fausse guerre qu'ils ont fait. C'est l'inverse. Mais ils ont fait la fausse guerre à l'Irak. Démocrates au Sénat voilà. Et au Congrès, ce sont les républicains. Ils ont fait la fausse guerre en Irak. Oui. On n'a jamais trouvé les armes à destruction massive. Là. Oui. Alors maintenant, c'est là le col à la tête des républicains. Maintenant, les républicains vont se dire, laissons aussi Obama, les démocrates allaient faire aussi leur fausse guerre en Syrie. Et après, comme ça sera l'équilibre. Et vous allez voir que le Sénat va autoriser. Pourquoi? Parce que Obama aussi, il le met sale en Syrie. Très bien. Alors, la situation en Syrie, on voit d'abord ce qui fait douter aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, Hollande est presque fragilisé parce qu'il était le premier à monter sur ses canaux pour annoncer qu'il allait commencer à frapper dans quelques jours. Mais aujourd'hui, avec la pression interne, avec la classe politique française qui s'oppose visiblement à cette intervention militaire, et les États-Unis où Barack Obama est visiblement bloqué par... la décision du Congrès, dont on sait qu'il est, tenu par les opposants, donc par les républicains. Est-ce que ça va être vraiment facile pour ceux qui veulent la coalition qui va aller frapper en Syrie? Attention, vous prenez la chose sur le plan superficiel. Ce qui se passe en Occident est profond. Il faut prendre ce qu'on appelle le système de package. Le problème, ce n'est pas de frapper la Syrie. L'Occident a compris que il faut mettre fin aux intégristes pour qu'il y ait la paix en Israël. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de paix entre Israéliens et Palestiniens? C'est parce qu'il y a encore beaucoup de partis religieux qui s'accrochent à la religion et ils sont même prêts à mourir pour ça. Rappelez-vous, l'Union soviétique avait souffert beaucoup de la guerre de Tchétchénie. Et il a fallu que les Américains comprennent que si on laisse la Tchétchénie, c'est favoriser l'extrémisme. Et l'Union soviétique a utilisé tout le monde pour mettre fin à la guerre de Tchétchénie. Les Américains ont commis une erreur d'aider Al-Qaïda. Toujours Al-Qaïda combattait les communistes. Mais Al-Qaïda a fini par se retourner contre les Américains. Parce que c'était un extrémiste. Maintenant, il faut mettre fin. Regardez comment l'Algérie a mis fin à l'extrémisme. Les services de sécurité algériens, avec le fils, qui a gagné les élections, je crois en 1985, on a infiltré les extrémistes qui ont commis des gaffes. Ils ont placé des bombes dans les écoles maternelles. Alors l'opinion était complètement scandalisée. Au Maroc, même chose. Et maintenant, les extrémistes sont foutus. En Égypte, on a frappé. Et les extrémistes ont fini par comprendre qu'il faut aller maintenant. Parce que si on les laissait faire, ils sont en mesure, comme on a fait au Mali, ils ont voulu détruire les vestiges du patrimoine universel. Donc des petits fous. Comme en Afghanistan, ils ont détruit des vestiges du patrimoine universel. C'est comme si on venait détruire les Okapis au Congo. Il y en a au Congo. Et des fous, il arrive, non, Dieu a dit ceci. Nous avons les extrémismes dans les régions ici. Quelqu'un se réveille le matin, il demande aux gens de déjeuner pendant un mois. Et puis, il y a des morts. C'est ça le combat qui se fait. Ça, in fine. Alors maintenant, Assad est une minorité. Mais une minorité qui a toujours joué le rôle d'arbitre entre les deux majorités, toujours religieux. Il faut frapper Assad. On dit quoi? Il faut le punir. Ce n'est pas le fait d'avoir lancé des gaz sur 50, 100 personnes. Non, non, ça c'est le prétexte qu'ils vont trouver pour frapper Assad et pour le mettre en position de fuir. Et un avertissement contre les autres chiites, parce que l'extrémisme au Moyen-Orient, ce n'est pas les chiites. Les chiites sont extrémistes. Khomeini, donc en Irak, regardez bien l'Irak, et entre les mains de l'extrémisme, il n'y a pas de paix. C'est comme l'histoire de New York. Rapidement, vous allez finir par là. Les Américains et les Occidentaux ont compris. Les Russes ont compris. Alors c'est que pour vous, ils vont frapper. Ils vont frapper. Les Russes ont compris. Les Russes ont compris que, on leur rappelle l'histoire de Tchétchénie. Attention, les extrémistes, parce que la Russie est en train de se moderniser. C'est une démocratie qui commence à naître.
Attention, on le dit, mais si vous laissez faire Assad, ça va se répercuter chez vous. La Turquie est dans le coup. Très bien. Même les pays arabes appuient. Ils ne disent pas. Les Américains, le Congrès va... Et bon, le Congrès est majorité démocrate. Nous allons revenir à vous en 1 minute parce que là, on doit finir. Attendez s'il vous plaît. En 1 minute parce que là, il nous reste quelques 3 minutes pour conclure l'émission. Cette question de la Syrie était débattue aussi au soir. D'ailleurs, presque dominé le sommet de Saint-Pétersbourg dernièrement du G20 où on a vu le président russe qui restait, en tout cas de marbre, il n'a pas changé sa position. Il a dit qu'il ne peut pas autoriser donner son point de vue à une telle intervention dès lors que les preuves de l'inculpation, je veux dire, de Bachar al-Assad ne sont pas établies. Et il y a la Chine derrière, il y a beaucoup de pays africains comme l'Afrique du Sud et beaucoup qui soutiennent cette position. Est-ce que vous ne voyez pas que ça met un peu en difficulté ceux qui croient encore à l'expérience? Oui, mais c'est tout à fait parce que vous ne pouvez pas continuer à tromper le monde pendant toutes les années. On dit, oui, c'est vrai qu'il y a eu, qu'il y a eu du gaz. Mais il faut démontrer que c'est le gouvernement syrien qui a jeté ça. Parce que le gouvernement syrien, pendant que les experts de l'ONU étaient en route, c'est ce que la Russie dit, même si Assad est bête, pendant que les experts de l'ONU sont en route pour venir, lui jette du gaz pour s'accuser. Et ce ne sont pas les autres qui ont dit, ah, comme les experts viennent, jetons du gaz pour qu'on puisse le condamner. On ne doit pas continuer à prendre les gens pour des imbéciles. Et aujourd'hui, même le pape, vous savez qu'aujourd'hui, le pape est en train d'organiser une messe pour que ces frappes n'aient pas lieu. Et le pape est rejoint dans ce mouvement par même des églises, toutes les églises du monde, par exemple, se joignent au pape François pour que Dieu ne permette pas qu'il y ait ces frappes ici. Et Hollande, qui veut, parce qu'on l'a accusé pendant qu'il est arrivé au pouvoir, on l'a accusé des mots, il voudrait aussi montrer, non, il est aussi fort, il va aller frapper en Syrie. Mais mes chers amis, les gens sont en train de s'amuser avec la vie des gens, comme s'ils étaient sur une scène de théâtre. Qu'il aille frapper. Comme ça, il va montrer qu'il est fort. Merci. Alors, en 1 minute, pour vous, cette décision d'abord, il y en a qui accusent qu'on ne respecte plus le droit international, c'est-à-dire que le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, même si l'Allemagne n'accepte pas cette intervention, peuvent un matin se réveiller et décider sur nos sorts à nous autres qui sommes faibles, c'est ça? Vous savez, hein, le monde est ainsi régi par les puissants et les faibles. Et les puissants ont le devoir de défendre les faibles. Le droit international public a comme faiblesse le prétexte qu'on prend pour déclencher une guerre. La guerre a une finalité. Je vous dis que l'objectif de cette guerre-là contre... Ça, c'est le prétexte qu'on a pris. On veut détruire le régime d'Assad parce que c'est un régime comme Saddam Hussein. Pourquoi est-ce qu'on a tué Saddam Hussein? C'est parce qu'il avait assis son pouvoir sur les rivalités interconfessionnelles. Ouais. Et là, il jouait le jeu. Je suis une minorité sunnite. Si je ne suis pas là, les chiites vont bouffer les sunnites. Tu comprends? Et maintenant, Assad, il est alawite, donc chiite. Si je ne suis pas là, vous savez, au Liban, il y a des ceci et cela. Il sera des éclats, on a compris un certain chantage. Il faut mettre fin. Et puis, on laisse la majorité gouverner. Mais la majorité, maintenant, moderne. Comme en Égypte, si les islamistes avec l'ancien président étaient modernes, n'avaient pas prôné, n'est-ce pas, un système comme au Soudan, où on a perdu, on a violé, on appelle les jus cogens en Afrique, c'est-à-dire que l'intégrité des frontières héritées de la colonisation. C'est à cause des illuminés islamiques du Nord. La preuve, les soudistes s'appellent toujours sous-soudanais. Ils ne veulent pas lâcher le mot Soudan. Donc ce pays va se réunifier un jour. Ça n'a pas de sens. C'est à cause des illuminés du Nord là-bas. Très bien. Voilà. C'est pour dire ceci. La guerre, la finalité, c'est pour mettre fin à ces régimes qui veulent imposer le pensée unique. Merci. Surtout sur le plan professionnel. Merci à vous deux. Ce débat a été très engagé. Nous avons parlé des concertations nationales qui viennent de commencer, mais aussi du sommet de la CIRGEL qui a eu lieu au courant de la semaine à Kampala sur la question congolaise. Les M23, 14 jours donnés par le gouvernement pour se désarmer. Sinon, alors, on va procéder par la force, probablement, pour mettre fin à ce mouvement qui crée quand même beaucoup d'insécurité dans la partie est de notre pays. Et Bachar al-Assad, son sort est décès maintenant entre les mains du Congrès américain, mais aussi des autres pays qui vont pouvoir rejoindre le président François Hollande, qui est en train de chercher une large coalition pour pouvoir aller faire la guerre en Syrie. Les conséquences, nous allons les aborder au cours de nos prochaines émissions.
Mais pendant ce temps, celle-ci est terminée. Nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.